Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CGP TV, la chaîne dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine, pour une émission que nous allons consacrer à l'investissement durable et socialement responsable, l'ISR, ça s'affiche sur votre écran. Pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai un très beau plateau, comme d'habitude, avec Anne-France Gauthier. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Anne-France, directeur commercial Viplus, marque de Suravenir pour les CGP indépendants. Tout à fait. Alain Guélénoc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Fédéral Finance Gestion, donc du groupe Arkea. Exactement. Et nous avons monsieur Romain Avis. Bonjour. Bonjour. Gérant ISR chez DNCA. Tout à fait. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de finances durables, un concept qui n'est pas une nouveauté. Il est présent depuis une vingtaine d'années, un peu plus, un peu moins, en tout cas au moins dans l'univers des placements. Mais il prend aujourd'hui une ampleur qui est considérable, alors que pendant quelques temps, il s'est un peu avancé, on va dire, un pas de sénateur. Hein, mais bon, peut-être que la crise n'est pas pour rien. Alors, les établissements financiers ont décidé de s'affronter sur le terrain de l'ISR et les conseillers en gestion de patrimoine aujourd'hui ne peuvent plus rester, en tout cas, à l'écart de cette matière, parce qu'on voit bien qu'enquête après enquête, eh bien, l'ISR est plébiscité par les épargnants qui sont de plus en plus préoccupés par le sort de l'environnement, la qualité de vie aussi, parce que finalement ça en fait partie, et au-delà de tout ça, la planète. Alors les réglementations se renforcent, les labels foisonnent, hein, le nombre de fonds labellisés a explosé, plus de 250, je ne sais pas si mes calculs sont bons, supplémentaires, hein, selon les observateurs du marché en 2020, donc c'est quand même énorme. Alors on se pose la question sur ce plateau, qui apparaît sur votre écran, l'ISR, phénomène de mode ou réel engagement? Anne-France Gauthier, chez vous, chez Suravenir et Viplus, phénomène de mode ou réel engagement? Alors, je pense que c'est au-delà d'un réel engagement, c'est une obligation, c'est un phénomène évident, c'est une évidence. Donc, on n'est pas du tout dans le phénomène de mode, on est vraiment dans une lame de fond. C'est une évidence pour plusieurs choses. D'abord parce que, vous l'avez dit, je pense qu'on a vraiment une prise de conscience aujourd'hui d'un monde qui ne peut pas continuer à consommer autant et à se conduire comme il a pu se conduire pendant un certain temps. Et puis parce que on a des clients qui sont dans cette mouvance-là. Et ça a renforcé sans doute avec Greta Thunberg, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier, qui a fait un certain nombre de choses pour cette prise de conscience. Peut-être que la crise sanitaire a aidé. En tout cas, aujourd'hui, pour nous, c'est une évidence. Ce n'est pas du tout un phénomène de mode et c'est beaucoup plus qu'un engagement. Parce que c'est une réelle conviction, oui, depuis un petit moment quand même. Alors, c'est une conviction depuis un petit moment. Je pense aussi qu'on a du recul par rapport à des fonds ISR un peu plus anciens, où la performance extra-financière n'avait pas forcément complètement convaincu les gens. Aujourd'hui, on a du recul et on sait que c'est un engagement et que si, par exemple, il y a une mauvaise gouvernance dans l'entreprise, il n'y aura pas de performance financière, puisqu'il n'y a pas de performance extra-financière. Donc, je pense que ce recul nous aide aussi aujourd'hui à mieux cerner les choses, à éviter le greenwashing et essayer d'avoir de l'impact, puisque aujourd'hui on parle même de finance à impact. Est-ce qu'il y a une attente des CGP qui est, on va poser la question directement, réelle encore? Parce que je parlais tout à l'heure des enquêtes qui montraient que les épargnants, les assurés, étaient de plus en plus convaincus. Est-ce que les CGP, eux, sont convaincus? Alors, je ne sais pas si les CGP sont convaincus. En revanche, leurs clients leur demandent. Oui. Et les CGP, on l'a vu et ils l'ont encore prouvé pendant cette crise sanitaire, sont des gens très agiles, sont des gens qui ont fait foi de suivre leurs clients et de les accompagner de façon à répondre le mieux possible à leurs attentes. À partir du moment où c'est une attente, je pense que l'ensemble des CGP y vont de tout à fait bonne foi. En revanche, il faut que nous, on soit le plus pédagogue possible, justement, pour éviter des phénomènes où on met juste un logo ou un tampon, ou alors on a les 3 valeurs qui vont bien pour faire croire qu'on est ISR. Et ça, c'est à nous, et c'est aussi le rôle d'AIS au sein du groupe Arkea, de pouvoir faire les filtres qui font qu'on va sélectionner des fonds ou qu'on ne va pas les sélectionner. Nous, très clairement, au niveau de Suravenir et donc au niveau de Viplus, alors on a eu un lancement d'un produit dont on parlera, je sais, tout à l'heure, qui est complètement dans cette mouvance. On a aussi une nouvelle norme, hein, il ne faut pas oublier la norme disclosure du 10 mars, où on doit s'engager en tant qu'assureur à être dans de la finance durable, et ça c'est un engagement qui nous est imposé, donc de toute façon il faut le faire. Et puis on a des formations qui sont en train de se construire pour permettre aux gens de comprendre comment est-ce qu'on met un filtre ISR, à quoi ça correspond, et que
ces labels qui sont un peu nombreux veuillent dire quelque chose réellement et ne soient pas juste des 3 petites lettres comme ça pour se faire plaisir, quoi. Effectivement, donc cette question des labels, il y a des CGP qui nous disent il y a beaucoup de fonds labellisés, il y a pas mal de labels, il y en a une douzaine, je crois, au niveau européen. En France, il y en a plusieurs, donc ils se disent est-ce que tout ça est bien ISR? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alain Guélénoc, justement, qu'est-ce que vous avez déjà, comme je disais tout à l'heure, bien avancé en matière d'ISR. Donnez-nous votre expérience et surtout par rapport justement à ces labels, comment vous situez dans votre style d'investissement, ce qu'il y a derrière tout simplement le mode. D'accord. Peut-être plusieurs choses pour compléter ce que vient de dire Anne-France. On a d'un côté, on va dire, une raison d'être de l'entreprise, et aujourd'hui, dans la raison d'être du groupe Arkea, bien évidemment, l'investissement socialement responsable est partie intégrante de cette raison d'être. Donc, d'un côté, on veut accompagner cette transition vers de l'investissement socialement responsable, aider les entreprises qui y contribuent à un environnement sain, qui ont une bonne gouvernance, qui ont une bonne gestion de leurs équipes, donc un bon S au niveau social. Donc on veut les accompagner. Et de l'autre côté, en face de cette volonté d'accompagnement, nous avons des clients qui effectivement cherchent de plus en plus à mettre du sens dans leur épargne. La performance reste un critère évidemment très important, et c'est aussi notre rôle en tant que financier de leur fournir une belle performance conforme à leurs attentes, avec un niveau de risque compatible avec ce qu'ils souhaitent faire. Et donc la conjonction de ces deux phénomènes nous amène à faire de l'investissement socialement responsable, à intégrer de l'ESG. Alors effectivement, là-dessus, nous avons des lois, un régulateur, des labels. Alors les labels viennent accompagner, c'est quelque part une figure quasi imposée aujourd'hui, parce que quelque part on pourrait faire du greenwashing, c'est-à-dire que c'est une opportunité aussi pour certaines sociétés de gestion, autant se le dire, on peut être tous tentés pour faire de l'investissement socialement responsable. Et le régulateur est là aussi pour encadrer les choses, pour éviter justement ces excès. Et donc les labels, pour moi, ressortent comme une certaine garantie, comme quoi le fonds a été audité, est passé au filtre d'auditeurs externes, et que ce n'est pas simplement la société de gestion qui, selon des règles qui lui sont propres, a décrété que ces fonds étaient gérés selon un filtre ISR. Donc les labels sont effectivement une contribution très importante, et je pense que les CGP peuvent utiliser totalement ces labels. Alors, il y a des labels français, des labels luxembourgeois, des labels belges, etc. On pourrait en faire toute la panoplie. Chacun a sa force, a ses défauts, ses limites, mais globalement, quand même, je trouve aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Notre souhait, et je pense que c'est un souhait de toutes les sociétés de gestion de la place, ce serait qu'il y ait une certaine convergence de l'ensemble de ces labels, peut-être sous l'impulsion de l'Union européenne, pour qu'on puisse s'y retrouver de façon très simple dans le maquis de ces labels, et qu'il y ait une espèce de réglementation commune à ces labels. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la réglementation Disclosure, qui a amené un trait commun, mais qui n'est pas pour l'instant totalement abouti. On en est au démarrage. On parlait de cette réglementation Disclosure. Oui, mais objectivement, les labels ont une grande valeur. Ensuite, charge à chaque société de gestion de faire son propre travail. Et c'est là que, effectivement, parce que derrière, j'aurais tendance à dire, parce que je reviens de ce que je disais tout à l'heure, 250 fonds labellisés l'année dernière, donc on a tendance à penser que finalement, tout le monde veut être labellisé ISR, parce que qui peut être contre l'ISR aujourd'hui? Enfin, je ne sais pas poser la question. Donc, tout le monde peut être labellisé, donc que ce soit une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Oui. Vous, la promesse, par exemple, derrière, qu'est-ce qu'il y a au-delà du socle commun, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, qui est un minimum, et qui d'ailleurs, pour le label ISR, est en train d'être revu, puisqu'il y a eu un rapport en fin d'année qui disait qu'il fallait resserrer un petit peu resserrer les boulons, c'est pour je puisse m'exprimer ainsi. Mais vous, par exemple, quel est votre... est-ce qu'au-delà Alors, le label est une condition nécessaire? Oui et non. J'aurais tendance à dire que
c'est un facilitateur, c'est-à-dire que ça facilite la lecture d'un fonds qui est géré selon certains critères qui répondent à un certain label. Maintenant, de façon très objective, et c'est ce que nous essayons de faire, il existe des fonds sur la place qui ne sont pas labellisés, mais pour lesquels nous aurons des équipes de gestion, des équipes d'analystes qui vont faire un travail totalement vertueux et qui vont répondre véritablement à certaines contraintes qui font que nous pouvons juger que ces fonds sont totalement éligibles à de l'investissement pour des gens qui veulent faire de l'investissement socialement responsable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le label, c'est un facilitateur pour la vente, pour la lecture, mais il peut y avoir d'autres placements qui répondent totalement à de l'investissement socialement responsable. Et c'est notre travail de disséquer l'ensemble des produits sur lesquels nous pouvons investir et de faire ces choix-là en connaissance de cause. Tout comme on peut se dire aussi que certains labels sont un petit peu justes et ne répondent pas totalement à ce qui veut être fait dans nos gestions. Voilà. Romain Vis, vous êtes en phase oui, tout à fait. dit, et justement, Alain Gaillet qui a parlé de règlement Disclosure, ou on appelle aussi SFDR, et la fameuse taxonomie. Alors, vous pouvez juste nous en dire un mot, mais et après, je pense que vous pourrez aussi parler de votre vision de ce qu'il y a, l'ISR et de ce qu'il y a derrière. Là, il y a un environnement réglementaire qui est clairement porteur pour les thématiques ISR et qui vont permettre quelque part de lutter contre le greenwashing d'une part et d'autre part de vraiment classifier les fonds, même les fonds ISR, et d'avoir une sorte de discrimination. Est-ce qu'on est dans le 13 ISR, dans l'impact, ou est-ce qu'on est juste dans l'ISR d'exclusion, etc., etc. Donc on a cette réglementation SFDR qui est arrivée au mois de mars qui en fait oblige nous, investisseurs, d'exprimer nos externalités négatives. Donc sur tous les sujets environnementaux, gouvernance ou encore sociaux. Externalités négatives. Alors externalités négatives, c'est les impacts négatifs. D'accord. Par exemple sur l'environnement, ça va être la consommation d'eau, ça va être les émissions de gaz à effet de serre, ça va être la production de déchets. Ce genre de choses. Sur le peut-être le côté social, ça va être le travail des enfants. Est-ce qu'on fait travailler des enfants? Mais dans toute sa chaîne de valeur, hein, parce que parfois on analyse une seule société, mais il y a beaucoup de fournisseurs, il faut remonter très loin pour le vérifier. Donc on a cette SFDR qui nous force à mesurer ces coûts négatifs de nos investissements. Et puis on a la taxonomie. Et la taxonomie, là on est plutôt dans l'externalité, alors le terme est la contribution positive de nos investissements. Et là on est vraiment sur le sujet de la transition écologique uniquement. Où on va pouvoir mesurer un pourcentage de chiffre d'affaires vert, un pourcentage d'investissement vert ou un pourcentage de recherche et développement vert. Donc clairement, ça va permettre quelque part de matérialiser un petit peu tous les investissements et de lutter contre le greenwashing. Alors sur les labels, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Nous, on trouve quand même que les labels deviennent un petit peu une commodité. Tout le monde le fait. Vous l'avez mentionné, 200 fonds labellisés. Pour nous, le label, c'est d'abord écarter les risques. On n'est pas dans de l'impact, on ne finance pas des transitions, on n'est pas sur des thèmes de croissance séculaire. On évite des risques de gouvernance, des risques sociaux. Et c'est vrai qu'en ce moment, l'actualité depuis plus d'un an et demi sur notamment les risques de gouvernance, sans citer de nom, mais je pense que dans la presse, vous en trouverez facilement. L'ISR, la jeunesse de l'ISR, c'est d'abord ça, hein, c'est éviter des risques à travers l'analyse de ces trois piliers que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Nous, on pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Mais le label permet en tout cas de dire... On a audité, on sait qu'on est normalement sur quelque chose qui n'est pas dans le greenwashing. On a un auditeur indépendant qui le fait d'ailleurs. Et puis normalement, la probabilité n'arrive jamais à zéro, mais normalement on évite un maximum ces risques extra-financiers qui ont toujours un impact boursier, un impact financier, un impact d'image. Et pour autant, on ne peut pas du jour au lendemain en fait, demander aux entreprises de tout changer. Et donc le label mesure aussi le meilleur effort pour. Et je pense qu'il serait dangereux. Alors le greenwashing, c'est quelque chose dont personne ne veut, bien évidemment, parce que ça sert à rien. En revanche, je pense qu'il serait dangereux au niveau boursier de considérer qu'une société comme, je ne sais pas, une des plus polluantes, du jour au lendemain peut complètement changer ses méthodes et ça licencierait. Donc on serait dans le paradoxe et c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est accompagner les entreprises avec des délais, avec des demandes d'engagement, mais c'est cet accompagnement qu'il faut faire. On peut pas faire on-off, ça marche pas comme ça. Bien sûr, oui, parce qu'effectivement, on
peut avoir un bon impact sur la planète, mais il y a un impact social absolument désastreux. Voilà. Donc la transition a une notion de temporalité. Voilà. On n'est pas day one, on exclut tous ceux qui sont les pollueurs et puis on finance, parce que sinon on ne financera pas la transition. La transition, c'est financer des gens qui peut-être polluent aujourd'hui mais s'engagent pour demain. Voilà. Tout à fait. C'est en ce sens d'ailleurs que l'exclusion, puisque le régulateur nous demande de faire 20% d'exclusion minimum par rapport à un univers d'investissement donné. Une entreprise un fonds qui va investir sur l'Eurostoxx 50, on lui demande d'exclure les 10 valeurs les moins bien notées. C'est OK, pourquoi pas, mais en même temps, on aimerait bien pondérer, et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs, pondérer les valeurs qui sont justement les entreprises qui font des efforts, qui sont en progression. Elles n'ont peut-être pas atteint les critères suffisants encore, mais malgré tout, elles font des efforts. Et en ce sens, c'est là où on doit porter un regard critique sur le label, parce que un trop grand systématisme peut effectivement mener à des abus et à des choses qui seraient contre-productives. Donc il faut aider les entreprises justement qui produisent ces efforts. C'est ce que nous nous évertuons à faire au quotidien. Oui, parce que si tout le monde est labellisé, on voit tous les jours, on reçoit des communiqués de presse de sociétés, tels fonds labellisés, donc on en reçoit, je ne sais pas combien. Oui, mais Total polluera sans doute toujours plus qu'une société de service. Enfin, il y a un moment, il faut aussi revenir à la vraie vie. Et notre objectif, c'est pas, par exemple, dans l'automobile, on voit très bien, tout le monde sort sa voiture électrique pour dire qu'il fait un effort. C'est pas ça ce qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'effort. Ce qu'on veut, c'est voir toutes les voitures, c'est qu'il y ait une mesure des choses. C'est que la batterie ne pollue pas plus à fabriquer, enfin, voilà, c'est pas de l'étiquetage. On veut autre chose que de l'étiquetage. Et donc vous avez des process, je suppose, parce que vous êtes dans aussi bien DNCA que Fédéral Finance, donc vous êtes dans ce domaine depuis un certain nombre d'années. Vous avez une expérience, vous avez des process qui vont au-delà donc des labels. Bien sûr. Je vous laisserai vous exprimer, mais pour prendre un exemple récent, on a une grande entreprise allemande l'année dernière qui a eu un scandale financier fort, on va dire, qui était falsifié. Il se trouve que quand on analysait la gouvernance de cette société, il y avait un comité d'audit qui n'était pas indépendant, il n'y avait pas de comité de rémunération dans la société. Donc pour nous, ça c'était le drapeau rouge qui était agité. Et c'était très difficile de voir ces comptes falsifiés, mais il se trouve que dans cet exemple précis, les choses étaient réunies pour que justement il y ait ces possibilités. D'accord, on peut. L'analyse financière ne permettait pas. Peut-être que certains l'ont vu, en tout cas nous, modestement, nous ne l'avons pas vu. Par contre, ce qu'il y a de clair, c'est qu'en termes de gouvernance, la société était mal gouvernée. Donc, je suis totalement d'accord pour dire, et l'histoire le démontre, l'ISR, enfin le filtre ISR, l'analyse extra-financière, permet de flasher certains risques et justement d'éviter ces maladresses, que ça ait un impact sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la communication. Une entreprise qui potentiellement peut créer une catastrophe écologique, en termes de communication, quand on en a en portefeuille, c'est sûr que ça peut faire désordre et créer une mauvaise réputation pour le gérant. Il faut donc de la donnée. Ils font de la data. Nous, on a fait un choix chez DNCA. On n'est pas du tout pionnier dans l'ISR. Nous, on s'est mis à l'ISR il y a 3 ans. Par contre, on a monté une vraie équipe dédiée d'analystes et de gérants. On a recruté une experte depuis plus de 15 ans sur le sujet pour encadrer cette équipe-là. Et pour aller un petit peu plus loin que seulement le label, nous, ce qu'on fait, l'analyse des 3 critères de le S, le G, c'est le filtre numéro 1. Et c'est le filtre du label. On exclut 20% de son univers et puis on mène une analyse. Et pour nous, l'analyse, elle doit être interne. C'est nous qui collectons la donnée. On ne veut pas rentrer dans la black box où on fait appel à un prestataire externe parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc nous, on a pris le pli de développer un modèle propriétaire. Ça a été long, ça a été coûteux. Mais aujourd'hui, ce modèle propriétaire, on se base uniquement sur les échanges que nous avons avec les entreprises. Nous utilisons uniquement les rapports annuels et extra-financiers des entreprises pour avoir cette data. Alors cette data, pour l'instant, elle se fait rare. Elle se fait assez rare. L'avantage qu'on a, c'est que l'année prochaine, la SFDR qu'on a eu côté investisseur, nos émetteurs vont avoir la même réglementation en mars 2022 et vont être obligés d'exprimer. Moi j'appelle ça comme ça, c'est peut-être pas mon terme, on IFRise un petit peu les données extra-financières, tout comme on a IFRisé les données financières il y a quelques années. Donc la data est clé. Donc nous on mène cette analyse
avec la data sur la partie risque, mais nous, on veut aussi avoir du financement sur de la transition durable. On veut un pourcentage de chiffre d'affaires exposé à soit la transition médicale, parce qu'on parle beaucoup de la transition écologique, mais finalement, il y a tout un tas de transitions sur lesquelles on peut se positionner. La transition démographique, la transition de mode de vie, la transition médicale. C'était une question que je voulais vous poser sur les fameuses thématiques, justement. Donc et pour pouvoir se positionner, il faut que la donnée des entreprises, on l'ait aussi, et qu'on ait un chiffre précis de chiffre d'affaires qu'on peut identifier à ces fameux... Alors, l'ODD, nous, on n'est pas trop pro-ODD, parce qu'en fait, il y a tout et rien dedans. Mais en tout cas, sur les transitions et les sous-secteurs que nous avons identifiés, on essaye aussi d'avoir cette data pour pouvoir clairement savoir à quoi on s'expose en termes de chiffre d'affaires. Donc oui, la data, et pour répondre à votre question, la data est vraiment, mais comme dans la finance traditionnelle. Comme de plus en plus de domaines, mais dans celui-ci en particulier. Alors, vous avez commencé un peu à l'évoquer, c'est demain les thématiques, les grandes thématiques ISR. Alors, au-delà de vos choix d'investissement, de vos sociétés, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va vous motiver demain, les uns et les autres? Je sais pas, on parle de l'eau, on parle de la santé. La première chose, peut-être, je pense que c'est important, c'est qu'au-delà de faire de l'investissement socialement responsable aujourd'hui, nos clients, les personnes qui achètent des fonds ou qui souscrivent à des mandats, veulent mesurer l'impact de leurs investissements. Donc, est-ce que ça a un impact sur le réchauffement climatique, sur l'environnement, etc. Donc, ça, c'est la donnée principale. Bon, on est en train d'expérimenter aujourd'hui chez Fédéral Finance Gestion. On veut créer un fonds qui a de l'impact, qui crée de l'emploi, sur lequel on mesure la création d'emplois. Ça, il nous semble que c'est un thème assez fort, et notamment l'impact générationnel. C'est-à-dire que d'un côté, le bien-être des personnes par la création d'emplois et aussi par la transmission aux générations futures. Ça, il nous semble qu'au sorti de cette crise qui nous a tous marqués, quand je dis sortie de la crise, on touche du bois. Oui, que c'est la fin. On la voit. Il est clair que ça aura marqué toutes les personnes et que les gens vont chercher certainement un nouveau sens dans leur épargne. Il se trouve en plus qu'il y a de l'abondance d'épargne. Et que les gens veulent mettre du sens. Donc il nous semble que ces aspects générationnels de transmission, de création d'emplois, d'impact sur les territoires, parce qu'il y a eu un petit peu de recentrage quand même, voilà, ça pour nous c'est un signal assez fort, et on pense que là-dessus on a beaucoup de choses à bâtir qui peuvent être vertueuses pour le développement harmonieux de la société et qui peuvent bénéficier au bien-être des personnes. Le bien-être des personnes, au sorti de la crise, je pense que c'est un phénomène, c'est une donnée qui va être... le bien vivre. Le bien vivre va être une donnée très importante. Voilà. La qualité de vie, ce que j'ai dit. Voilà. Donc on a des réflexions dans ce sens. Je pense qu'on n'est pas les seuls, bien évidemment, mais pour reprendre ce que disait mon camarade, il me semble que là-dessus, effectivement, les données, aujourd'hui, on se rend compte, sont insuffisantes. Et il faut effectivement travailler nos modèles internes. Les data scientists vont être très proches des gérants de portefeuille dans les années à venir. Ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet intéressant. Très important. Et vous avez un bon exemple chez DNCA Nous, comme je l'expliquais, on a identifié 5 transitions, je les ai nommées tout à l'heure, plus d'une trentaine de sous-secteurs, parce que la transition écologique, ce n'est pas que la production d'énergie renouvelable, ça peut être l'agriculture durable, ça peut être l'efficience, évidemment la mobilité verte. Donc on a identifié cette trentaine de sous-secteurs. Après, c'est vrai qu'en sortie de cette crise aujourd'hui, nous, on a vraiment envie d'investir dans des sociétés qui allient en fait une notion classique finalement de la finance, la notion de rendement-risque. On évite les risques par cette analyse ISR et cette labellisation, et on se positionne sur des thèmes de transition séculaire et de croissance séculaire, qui doivent apporter du business. Et en plus, nous, à très court terme, on a quand même ces fameux plans de relance budgétaires nationaux, supranationaux. On a le Green Deal en Europe, on a le plan Biden aux États-Unis, qui sont quand même des centaines de milliards qui vont se déverser sur les marchés sous-jacents de tout un tas d'entreprises. Alors ça peut même être la rénovation, on peut être dans le secteur du bâtiment. La rénovation, c'est un des pans du Green Deal. C'est pas que la mobilité verte, c'est pas que la production d'énergie verte. Donc il y a beaucoup de flux qui vont venir des États. On est dans une relance keynésienne classique qui prend le relais en fait des politiques monétaires très accommodantes qu'on a depuis plus de 10 ans. Là aujourd'hui, on est arrivé un petit peu au bout de ce que pouvaient faire les politiques monétaires. Et les politiques budgétaires prennent le relais et
en plus sur certaines thématiques ISR. Nous, ça nous va très bien et c'est ce qu'on essaye de sélectionner. Donc je vous ai parlé, il y a la mobilité verte, il y a la rénovation des bâtiments, il y a les infrastructures durables, parce qu'on parle de mobilité verte, on parle de voitures électriques ou de voitures à l'hydrogène, mais il va bien falloir créer l'infrastructure pour les recharger. Donc il y a tout un tas de secteurs, alors je pourrais en parler des heures, mais pour être très concis, nous on essaye de se positionner effectivement sur les transitions que nous avons identifiées et à très court terme sur tous ces flux-là qui vont arriver via les plans de relance et qui devraient alimenter le label relance a aussi des notions. Oui, je voulais juste compléter, je suis en phase, je voulais juste compléter sur un point qui me semble important. Jusqu'à présent, on parlait surtout du marché coté. Le marché, on investissait sur le marché coté. Et cet investissement socialement responsable et ces mesures d'impact, et puis tous les plans de relance qui sont mis en place, etc., vont nous amener aussi à nous intéresser de plus en plus au non-coté. Cette cloison hermétique qui existait et qui existera toujours plus ou moins d'ailleurs, parce qu'on n'est pas, je suis un spécialiste du côté et pas du non-coté, mais je travaille de plus en plus avec mes amis du non-coté, parce que là aussi, ça fait plus de sens quand on veut mesurer l'impact, quand on travaille sur des entreprises qui sont en phase d'expansion, pas forcément des startups, mais que, voilà, des entreprises qui sont pas encore introduites en bourse, mais sur lesquelles on décèle vraiment un gros potentiel et sur lesquelles aussi on peut mesurer simplement l'impact. C'est très bien de les prendre dans cette période-là parce que justement, en termes d'éthique, de gouvernance et de social, c'est là où l'investisseur peut s'engager aussi peut s'impliquer beaucoup plus fort. Et je trouve, c'est ce que je ressens en tout cas, c'est de la part de l'ensemble des CGP, il y a de la demande dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur je trouve que les rendements sont potentiellement intéressants. Et puis au niveau du groupe Arkea, vous êtes aussi dans les territoires. Bien sûr. Au territoire de l'Ouest. Alors, pour terminer, puisque c'est très marqué, vous avez lancé une gamme de 4 profils de mandats. C'est une de vos marques de fabrique, les mandats chez Viplus, sur Avenir Viplus. C'est des mandats d'arbitrage thématique à impact. Cette fois-ci. Comment ça se passe ? C'est plus global. C'est plus global. En fait, on a lancé un contrat qui s'appelle Viplus Impact. Ouais. Donc, on garde notre vaisseau amiral qui s'appelle Patrimoine Viplus. Mais on a lancé Viplus Impact le 30 mars dernier. Donc Viplus Impact, en fait, il a deux chapeaux, 2 en-têtes. Première en-tête, c'est que nous n'avons pris que des parts CleanShare. On a remis une partie des frais historiques dans les parts retail dans les frais du contrat d'assurance. D'accord. Mais c'est que des CleanShare. Et le CGP, le Family Office, la structure, en fait, peut faire varier ses frais entre 0,45 qui est notre incompressible et 1,90. D'accord, donc c'est le budget. Avec plusieurs avantages, c'est que on peut développer les ETF. Il n'y a plus de disparité de frais, en fait. Il n'y a donc plus de risque, non plus de conflit d'intérêts. Et on peut complètement bouger le curseur en fonction de la rentabilité du client, etc. Donc c'est le premier impact. Et le deuxième impact, c'est qu'effectivement, on est quasi exclusivement, alors pas encore exclusivement parce qu'on veut accompagner les sociétés de gestion aussi dans leur travail et ne pas faire du greenwashing, sur des CleanShare, ISR et ESG. Et dans cette logique-là, avec des frais encore amoindris, puisque là on va juste rajouter 0,35 à nos 0,45, on a lancé 4 mandats qui sont complètement effectivement en phase avec cette obligation que nous avons de faire attention, parce que moi j'irai encore plus loin que ces messieurs. Je pense que pour ceux qui, comme moi, ont des enfants un petit peu grands, en fait c'est pas qu'ils veulent du sens à leur épargne, c'est qu'ils refusent que leur épargne finance quelque chose qui n'est pas dans leur valeur. Mais c'est un refus. C'est-à-dire qu'ils préféreront perdre de la performance plutôt que de se dire j'ai mis, mais même 50 € dans quelque chose qui va polluer, qui va, etc. Donc on est complètement dans cette mouvance-là. C'est pouvoir, alors j'ai encore des idées pour aller plus loin, mais j'en parlerai dans une autre émission. Plaisir. On a choisi 4 mandats. Comme vous le voyez dans Viplus Impact, on est parfaitement dans la transparence des frais, donc on va jusqu'au bout en fait du raisonnement. On va jusqu'au bout du raisonnement, et donc on a pris des OPC et des mandats où figurent AIS et DNCA, et qui sont complètement dans cette thématique, mais qui vont presque encore plus loin que les fonds. Voilà.
D'accord. Et il y en a 4, c'est ça? Alors, il y en a 4, effectivement, qui sont tout autour de cette thématique et qui ont des profils de risque un petit peu différents, parce qu'on peut avoir des clients qui ont des profils de risque différents. Mais à l'intérieur de ces mandats, il n'y a que des parking shares. D'accord. Donc on est vraiment allé, on a essayé d'aboutir complètement le raisonnement, et ça donne des mandats qui sont à 0,35 de frais. Oui. Donc on est quand même dans quelque chose de tout à fait acceptable, et c'est très très intéressant parce qu'aujourd'hui, alors déjà on a codé de nouveaux partenaires juste sur ce produit, parce qu'ils nous ont dit on l'attendait, et on a beaucoup plus de mandats dans cette gamme qui s'appelle Vie Plus Impact que nous n'en avions, alors en pourcentage bien évidemment, mais le contrat il a 2 mois, donc j'allais vous poser la question, il n'a même pas 2 mois. Comment il a répondu, comment les CGP ont répondu, vous avez des... Eh bien alors c'est assez, moi je pensais qu'on serait beaucoup plus critiqué, parce que je pensais que la partie rémunération ne serait pas comprise. Oui. Il y en a bien 2 ou 3 qui, voilà, mais on est plutôt content, c'est très régulier et il y a une vraie belle acceptation. Bon, écoutez, on souhaite bonne chance à ce nouveau contrat. Anne-France Gauthier, merci. Je rappelle, directeur commercial de Vie Plus. Romain Avis, gérant ISR DNCA. Merci. Merci de votre conviction, et on la sentait. Alain Guélénoc, directeur général de Fédéral Finance Gestion. Merci aussi pour toutes ces explications. À très bientôt pour une nouvelle émission sur CGP TV. Bonsoir à tous.